On est entouré d'objets qu'on utilise tout le jour sans jamais vraiment y penser. Prenez un simple crayon de papier par exemple. On en a tous tenu un dans nos mains des centaines de fois, mais est-ce qu'on s'est déjà demandé pourquoi il ressemble à ça? Voilà la grande question qui nous intéresse aujourd'hui. Pourquoi cette couleur, le jaune? On pourrait croire que c'est un hasard ou une vieille mode qui est restée. Eh bien, la réponse est en fait bien plus fascinante et nous plonge dans une histoire de prestige, de commerce et de symboles. D'ailleurs, cette question, elle nous vient tout droit de la philosophie du blog Tu savais ça, qui adore dénicher ce qu'ils appellent de l'information strictement inutile et donc rigoureusement indispensable. Franchement, ça résume parfaitement notre petite enquête du jour. Alors, c'est dans cet esprit de curiosité qu'on va découvrir l'histoire qui se cache derrière ce modeste outil. Allez, plongeons dans l'énigme du crayon jaune. Parce que non, ce n'est absolument pas un accident. C'est une histoire de prestige et même un coup de marketing de génie. Mais avant d'en arriver à la couleur, il faut qu'on rembobine un peu. Revenons à l'essentiel, à ses origines très simples. Parce qu'avant d'être jaune, le crayon, c'était juste un outil. Tout a commencé au XVIe siècle, en Angleterre, quand des bergers ont découvert du graphite. À l'époque, c'était super basique, hein. On prenait des bâtonnets de ce matériau noir, on les enveloppait dans de la ficelle ou du cuir, et c'était tout. Il a fallu attendre le XVIIIe siècle pour que des gens comme Nicolas-Jacques-Conté perfectionnent la technique en mélangeant le graphite à de l'argile pour créer la mine qu'on connaît tous aujourd'hui. On est donc passé d'un outil un peu brut, purement fonctionnel, à un instrument beaucoup plus solide, standardisé et surtout prêt à recevoir une identité de marque, prêt à être habillé d'une couleur. Et c'est là que l'histoire prend un tournant décisif. Un événement bien précis va non seulement lancer un produit, mais carrément définir une norme mondiale pour les décennies à venir. On pose le décor, imaginez. On est à Paris, en 1889, en pleine exposition universelle. C'est la vitrine du monde entier, le rendez-vous de toutes les innovations. Et au milieu de toute cette agitation, un acteur principal entre en scène. L'entreprise Koh-i-Noor Hardtmuth, qui vient d'Autriche-Hongrie et qui a bien l'intention de frapper un grand coup. Leur stratégie était simple, mais redoutable, créer un produit de luxe. Pour ça, ils ont utilisé le meilleur graphite de l'époque, venu de Sibérie. Ils lui ont donné un nom qui évoque le luxe ultime, Koh-i-Noor, comme le célèbre diamant. Il ne manquait plus qu'une chose, une couleur qui en jette. Et cette couleur, ce fut le jaune. Une décision qui peut paraître toute simple, mais qui s'est révélée être un coup de maître. Ce choix n'avait rien d'anodin, bien au contraire. Au XIXe siècle, le jaune était lourd de sens. Il symbolisait l'or, la richesse, la royauté, mais aussi l'exotisme de la Chine impériale, vue comme le summum du raffinement. C'était donc la couleur parfaite pour dire « ce produit est de qualité supérieure ». Alors, comment ce choix audacieux a-t-il réussi à conquérir le monde? Comment une simple couleur est devenue un standard quasi universel? Le succès a été fulgurant. Le Koh-i-Noor est devenu la référence absolue de la qualité. Du coup, les concurrents ont commencé à imiter sa couleur jaune pour que leurs propres produits profitent de ce prestige. Le jaune est ainsi devenu un standard par imitation, un raccourci visuel pour dire « ceci est un bon crayon ». Et au-delà du marketing, le jaune a aussi des avantages bien concrets. C'est une couleur qui n'est pas trop salissante, on y voit moins les traces de doigts. Psychologiquement, c'est aussi une couleur qui attire l'attention sans agresser l'œil et qu'on associe facilement à des idées positives comme la créativité ou l'intelligence. La force de ce code visuel est tout simplement incroyable. Aujourd'hui encore, l'association est tellement forte que si on demande à 10 personnes de dessiner un crayon, il y en a 8 qui le feront en jaune. C'est dire à quel point c'est ancré dans notre imaginaire. Le crayon jaune a donc largement dépassé son statut d'objet. Il est devenu une véritable icône culturelle, un petit bout de notre mémoire collective. On le retrouve absolument partout, dans les trousses d'écoliers de générations entières, dans les mains de grands artistes comme Picasso ou d'écrivains comme Hemingway, et bien sûr, c'est l'accessoire indispensable au cinéma pour représenter la salle de classe ou le bureau de l'écrivain au travail. Attention quand même, si le jaune domine le marché, ce n'est pas une règle absolue. Il reste des traditions nationales. En Allemagne, par exemple, les crayons sont souvent verts, à cause de la marque Staedtler. Au Japon, on en trouve beaucoup de rouge ou de noir. Cette petite phrase, c'était le slogan de Koh-i-Noor, et ça illustre à la perfection leur intention de départ. Associer le nom d'un diamant à une couleur qui évoque l'or, le message était limpide, une stratégie qui a littéralement coloré le monde. La prochaine fois qu'on tiendra un crayon jaune entre les doigts, on saura qu'il ne s'agit pas seulement de bois et de graphite, mais d'un véritable petit morceau d'histoire. Et ça donne forcément envie de se demander combien d'autres objets qui nous entourent cachent eux aussi une histoire aussi surprenante.